Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je voulais vous faire un petit débrief de ces 3 premières étapes du Giro. De base, je voulais vous faire vraiment alors déjà une vidéo sur le parcours. Donc en réalité sur le parcours, je me suis dit une première chose, c'est qu'en fait je sais pas réellement quand je pouvais les faire. Est-ce que je vous le faisais juste en face cam, mais bon, forcément si j'analyse le parcours, je vais vous mettre des images. Et donc je me suis dit peut-être montage serait moins bien. Donc je me suis dit que cette formule-là, je la ferais vraiment pour le Tour de France, mais que nous, on allait plutôt se faire vraiment une vidéo présentation de parcours en même temps que preview. Je l'ai faite le jeudi vers 23h30, sauf qu'à à minuit 30 passé, j'étais à 1 heure de vidéo, j'avais fait la preview, enfin la présentation de parcours, j'étais seulement la moitié des équipes, donc autant vous dire que la vidéo serait pas en ligne limite jusqu'à 2h du matin. Donc, c'est pour ça que j'ai repoussé, puis je voulais faire quand même aussi des briefs des étapes, et on va commencer par Paul Magnier. Paul Magnier qui poursuit déjà plusieurs choses, parce que déjà, bon, victoire d'étape française sur un grand tour, ça faisait partie des choses que j'espérais côté français cette saison, où je parlais de 3 victoires d'étape sur le Tour de France, ainsi que le meilleur français au classement général final du Tour de France fasse un résultat dans les 10 premiers en étant meilleur que le meilleur français au classement général final de l'année passée, des Français en top 10 de chaque grand tour et des victoires d'étape sur chaque grand tour. On a eu 2 victoires sur ce Giro pour le moment, mais pour Paul Magnier, bon, l'an dernier on a vu la victoire de Nicolas Prudhomme côté français sur le Giro, là on en a 2 d'entrée, c'est le premier français depuis Arnaud Démare sur le Giro de 2022 à remporter plusieurs étapes sur un même grand tour. À l'époque c'était au nombre de 3, il avait remporté le maillot de Cyclamen, j'ai même vu que si Magnier amène le Cyclamen cette année à Rome, on égalisera côté français avec la Belgique, mais surtout, Paul Magnier a porté le maillot rose. Il poursuit déjà premièrement quelque chose que peu de personnes ont parlé, sauf moi peut-être dans la vidéo où je parle également si côté objectif français sur cette saison de gagner pourquoi pas une course par étape de classement de World Tour d'une semaine. Ça a été fait avec Paul Siskas, parce que je rappelle toujours que certes il y a eu la disette depuis le Dauphiné 2007, sauf qu'il fallait pas oublier que Joao Philippe avait remporté le Tour de Californie en 2016, une année avant que cette épreuve passe en World Tour. Voilà. Et donc ça ne comptait pas. Mais ce que je voulais surtout dire pour Paul Magnier, c'est que déjà, il poursuit une série qui a été enclenchée sur la Vuelta 2018 avec Rudy Moulard, qui est le fait que sur chaque saison depuis 2018, sur au moins une étape de grand tour, on a eu un Français leader du classement général, parce qu'en 2019, on a eu Julien Philippe, 14 jours en jaune sur le Tour de France. On a eu bien évidemment en 2020 Julien Philippe sur le Tour de France. En 2021, Julien Philippe sur le Tour de France. Mais il ne faut pas oublier aussi Kenny Nisson sur la Vuelta. Et puis bien évidemment en 2022, on avait eu sur la Vuelta Rudy Mollard. En 2023, Bruno Bien sur le Giro et Lenny Martinez sur la Volta, et puis 2024, Romain Bardet sur le Tour de France, et l'an dernier, bien évidemment, David Gaudu sur la Volta. Paul Magnier, aussi, il me semble que c'était le 80e Français à gagner sur le Giro. J'ai vu la statistique passer comme quoi c'était le 80e Français à gagner sur le Giro, ou alors c'était le... Est-ce que je peux avoir ça sur PCS? Il me semble que côté français, en tout cas... est-ce que je pourrais voir un filtre? Ce serait peut-être mieux. Ouais, on va peut-être mettre par nation parce qu'il me semble que c'était soit 80 victoires, soit 80 titres, 80 français, mais pour moi c'était ça, hein. Alors, on a 94 Français qui ont remporté une étape sur le Giro, visiblement. Attendez. Ah non, 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 pardon, oui. Oui, on est bien à... Non, 49 Français qui ont remporté une étape sur le Giro dans l'histoire. Mais donc, avec Nance Peters. Mais donc, je crois qu'en ce qui concerne tout simplement côté français, c'était la 80e victoire dans ce cas-là. Ça doit être la 80e victoire française sur le Giro dans l'histoire alors. Parce que si je regarde des Mars et 8 en soi, en vrai, il y a moyen que c'était ça. Donc c'était 80e victoire française sur le Giro. Et puis également, c'était le 2. On se souvient que Jabert avait porté le maillot rose sur le Giro et qu'il avait fallu attendre Bruno Armirac pour 2 étapes en 2023 pour qu'on ait un Français porteur du maillot jaune, du maillot rose sur le Giro au XXIe siècle. Et là, ça a été fait par Paul Magnier. Donc ça, c'est quand même 2 choses qu'il fallait saluer. Surtout sur cette première étape, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, on va peut-être même parler de la troisième. D'abord, on ira décrescendo. Donc déjà sur la troisième étape, ce que j'ai énormément apprécié sur le sprint de Paul Magnier, c'est toujours sa justesse de placement. Parce que sa justesse de placement, on voit son train qui revient à 2 km de l'arrivée, où on a joué avec les échappées du côté du peloton, parce qu'on les reprend quand même à 600 mètres de l'arrivée.
sur une étape de 175 bornes tout plate, sachant qu'il y avait quand même Sevilla qui était sur son 3e jour de suite à l'avant. Idem, on avait eu par exemple Tarozzi qui était également à sa 2e échappée, donc mine de rien, on avait des coureurs qui avaient déjà enchaîné les échappées sur ce Giro. Sauf que là, ce qui était très intéressant, c'est que pour Paul Magnier, alors qu'on était sur quand même une route, une 2 fois 2 voies, et tout droit pendant 8 km, ça arrivait vite, on a eu une très belle organisation côté de la ligne de bête, mais ouais, il est peut-être avec 3 coéquipiers à 3 bornes, mais il en a quasiment plus dans le dernier kilomètre. Et moi, je me fais la réflexion, j'en vois qu'un seul, je me dis, où est-ce que peut être vraiment Paul Magnier? Mais en réalité, il n'avait pas besoin que son équipe roule, parce qu'on avait la Unibet, on avait même, j'ai envie de dire, quasiment la de Trek, mais surtout la Unibet. Et donc, il s'est mis parfaitement dans la roue de Milan, où il a bien géré, il faut le dire, son. Déjà, bien combattu, on peut dire, pour être dans sa roue. Et surtout, on a un Milan, et moi, je me suis fait la réflexion au moment où il lance. Bah, il lance de très très tôt. Alors, autant, c'est vrai que Groenewegen, il se retrouve seul rapidement. Enfin, assez loin de l'arrivée. Mais on a eu quand même, il faut le préciser, un Milan qui lance de très très loin. Je me suis dit, à quasiment 270 mètres, bah. Enfin, c'est hyper lent, quoi. Sachant qu'on avait une légère courbe, mais surtout, on avait des pavés. Et Milan, c'est vrai que ça a pas mal sautillé sur les pavés. Ça, voilà, et pour le Jonathan Milan, ça allait dans tous les côtés. Enfin, en tout cas, c'est vrai que côté Milan sur le pavé, il mettait énormément de force, énormément de puissance, certes. Mais la roue arrière, elle chassait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, et au final, bah, il a perdu forcément une grande capacité de ce qu'il mettait sur les pédales, sauf qu'en réalité, Paul Mendy, qui était très intelligent, a su le déborder au bon moment d'une demi-roue. Alors certes, Milan a fait énormément d'erreurs, mais Paul Magny a réussi à l'avoir tactiquement, avec quand même un bon retour de Dylan Groenewegen. Il faut quand même le souligner, un Dylan Groenewegen à un moment qui revenait très très fort. Mais deuxième victoire pour Paul Magny. Il fait quand même un petit break au maillot de Chiclamen, il faut le dire, parce qu'au maillot de Chiclamen, à l'heure actuelle, il est avec 105 points. C'est 41 de plus que Jonathan Milan. Sachant que l'étape de demain, peut-être que Milan ne la passera pas. Mais il a juste été exceptionnel, Paul Magny, il faut le dire sur cette étape. Honnêtement, alors on a Milan qui a eu pas mal de fautes, notamment son train. C'est vrai que déjà Milan se rassoit quand même très tôt, à plus de 100 mètres de l'arrivée, donc ça veut dire qu'il a fait quoi, un sprint de 170 mètres à pleine vitesse. Mais en réalité, on a des problèmes dans son équipe en termes de train pour le moment. Alors c'est vrai que contre Sony, on le voit assez peu. Bah, d'ailleurs, si on regarde même juste où sont les Lidl Trek, bah, ils sont tous dans le même groupe, mais ce que je veux dire, c'est que autant déjà même sur la première étape, je vais en parler après, mais Walscheid, j'ai moyennement, enfin Walscheid, on le voit à un moment prendre 2 mètres d'avance, peut-être juste après la chute, on a genre, au moment où c'est désorganisé, on a un Lidl Trek et c'était Walscheid à ce moment-là qui avait 2-3 mètres d'avance. Enfin plutôt 1 à 2 mètres. Ce qui pouvait montrer éventuellement déjà une désorganisation dans ce train-là, parce que Milan il a dit qu'il avait dû batailler sur la première étape pour rester, enfin pour être parfaitement placé parce qu'il avait perdu les roues de son train. Déjà, ce qui montre quand même que Milan qui perd les trous de son train, les roues de son train, c'est assez étonnant. Et puis Paul Magny autant on avait vraiment une très belle démonstration collective sur la première étape. Là non, c'était plus filou au placement. Il savait que sur un sprint parfaitement pour pur spécialiste du sprint, c'était là où il voulait être. Moi c'est et qu'il était capable de battre Jonathan Milan. Alors c'est vrai que ses classiques Flandren étaient compliqués. Son Tirreno aussi où il était tombé. Alors il avait fait une 4ème place, mais je me souviens, j'avais vu ces 2 victoires sur le Tour d'Algarve où il m'avait impressionné sur son placement et sur ses remontées à chaque fois. Mais il était très fort. Il a vraiment cette capacité à mettre cette puissance, cette force, cette vitesse. Vous me direz, c'est le propre d'un sprinter, oui, mais il a le timing tant pour le placement que pour lancer son sprint. Après, également, sa 2ème place à Comunità de Valenciana. Mais il a vraiment été exceptionnel au sprint sur ce début de Giro. Alors, certes, également, il ne faut pas oublier qu'il avait dit que son objectif, c'était de remporter la première étape et d'être avec le premier Euro. Ça a été fait. Alors, moi, je pensais qu'il aurait peut-être un peu plus pu passer la 2ème étape. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, c'est vrai qu'on a eu une attaque de Vingord assez tôt. Mais très très performant Paul Magnier l'a fusé tout simplement sur cette étape-ci. Alors il va d'un Jonathan Milan qui est quand même en bonne condition, c'est vrai. Jonathan Milan, parce que c'est vrai que la première étape il fait 4ème, mais en perdant son train, mais en s'asseyant très très tôt. Là, bah, il a fini 2ème. Théoriquement, on pourrait dire que ça monte en puissance en termes de place. Faudra faire attention à lui, je pense notamment à l'étape de Naples, parce que l'étape de Naples, qui est jeudi, il me semble, l'étape de Naples, si je dis pas de bêtises. L'étape de Naples, c'est parfait, c'est celle de jeudi. Alors Potenza, je suis pas sûr qu'il la passe, hein, mais ce sera peut-être même plus une échappée parce que 3772 mètres de dénivelé positif, il la passera pas. Mais par contre, l'étape de Naples, il peut la passer parce que ce sera quasiment parfaitement plat comme la main, hein. Enfin,
en termes de dénivelé positif, on est sur 680 mètres. Donc autant vous dire que sur une étape de 141 km qui va être assez courte, hein, quand même, comme la première. Ce sera à la limite du free win, j'ai envie de dire, pour Paul Magnier. Pour Paul Magnier, mais aussi pour Jonathan Milan, qui là, vraiment, peut-être en fin de première semaine, aura la capacité éventuellement. Je veux dire, en mettre, bah, c'est vrai que l'an dernier, sur le Tour de France, c'est un peu sur la 8e étape. Et puis là aussi, l'expérience du Giro. Quand on regarde sa saison, bah, c'est vrai qu'il y a quand même une victoire d'étape sur Tirreno, avec une 5e place sur le chrono, une 7e place à Maliano des Marcy, et 3 victoires d'étape sur le Tour, ainsi que 2 victoires sur l'Alula Tour, donc il y a pas mal de dynamique, mais là il a une très forte concurrence face à lui, et à un moment, la meilleure production nous le dit très souvent, et il a raison, un sprinter c'est comme un attaquant au foot, et surtout ce qu'un sprinter a, c'est que dès qu'il enchaîne des bons résultats, mais aussi des victoires, on le verra pour Mickaël juste après, et bah il y a cette dynamique, notamment Guermey sur le Tour de France 2024. Par contre, quand c'est à l'inverse, c'est difficile, surtout sur un grand tour, d'inverser la tendance. Est-ce que Milan, à un moment, il doutera, faudra voir. Faudra se remobiliser aussi dans le train de cette formation hydroélectrique, parce que c'est vrai que pour le moment, c'était un peu compliqué. En tout cas, il y a eu, oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes d'organisation. C'est à la fois Milan, mais aussi son équipe en termes d'organisation qui ont eu des problèmes ici. Groenewegen, c'est plutôt pas mal pour lui. Sachant qu'il était tombé sur la première étape, il y a eu un doute avec son poignet. Est-ce qu'il était apte? Bah, en tout cas, il a été très très fort sur cette étape-ci. Gros travail de la Unibet, avec un très beau train, notamment Kubis qui fait travail loin de l'arrivée. Kubis qui est sur des étapes où effectivement les sprinters type Groenewegen ne passeront pas, par exemple demain, il pourrait être performant. Bah, tout le monde s'est mis au service de Groenewegen qui est quand même en très grande condition, qui nous fait une excellente saison parce qu'il s'est imposé. Alors attention parce que j'ai une pub, non c'est bon, il n'y a pas de son sur cette pub là PCS. Mais il a fait quand même une très grosse saison parce que mine de rien, c'est quand même premier au Tour de Bruges, à Jean-Pierre Montserrat, à la Corsair Classique et vainqueur à la Comunità de Valenciana devant Miami quand même au sprint, troisième à Almeria, septième à Trofeo Palma. Donc il fait une excellente saison. 1175 points UCI marqués par lui, ce qui est quand même assez conséquent. L'an dernier, il était à combien de points UCI juste pour voir? Il était à 698. Hein. Et l'an dernier, il avait combien de jours de course? Il en avait 69. Ce qu'il faut, il faut quand même le dire, hein. En 69 jours de course l'an dernier, il faisait moins que ce qu'il avait fait pour le moment en 18 jours de course. Il est également le fait dans cette équipe et avoir peut-être un collectif qui le met en confiance et cette atmosphère-ci, et au final le travail de sprint, notamment dans cet encadrement, on peut penser à Marcel Kittel, ça peut le mettre en confiance et on le voit sur cette étape-ci. Il était en troisième position, il s'est un peu débordé parce qu'il lui manquait du personnel dans le final. Il fait podium, je pense qu'il sera motivé aussi pour l'étape de Naples. Il voit que la condition est là. Et oui, il peut gagner en fin de première semaine. Par exemple, l'étape de Dijon qui remporte sur le Tour de France, c'était l'étape aussi où il y a des risques de bordure, mais on était en seconde partie de première semaine. Là, faudra voir. C'est un sprinter qui a de l'expérience sur les grands tours et c'est un sprinter qu'on voit très souvent. J'allais dire un sprinter de grand tour. Bah oui, enfin, il a 6 victoires d'étape sur le Tour de France, hein, faut pas déconner non plus. Donc oui, c'est un coureur qui a des. Bah après, il a des classiques, oui, mais c'est avant tout un sprinter, j'ai envie de dire, de grand tour, presque. Et même de course sur étape de manière générale. Si on peut parler, bah, il y a quand même Madis Mikkels qui m'a vraiment étonné. Il fait un excellent début de Giro, 5e et 4e sur les sprints. Alors, c'est pas le cours que j'ai à chaque fois le plus vu, mais oui, bah, alors sur la première étape, on pouvait parler potentiellement de la chute, où effectivement il a réussi à passer et faire son sprint. Bien, oui, mais en attendant, sur la troisième étape, il était parfaitement placé. Il n'est pas passé devant notre Groenewegen, mais ça va redonner du baume au cœur à cette formation IF. Voilà, et ce qu'il faut dire effectivement, c'est qu'il a quand même une confiance qui va monter. Ça va pouvoir l'aider aussi. Et pourquoi pas pour jouer un podium d'étape. C'était peut-être pas celui qu'on attendait le plus, mais si il est en bonne condition et au vu de la confiance qu'il peut monter, ça peut donner un cercle vertueux pour l'Estonien de cette formation IF Education. Après, c'est vrai qu'en théorie, bon, il est pas si loin que ça quand même, mine de rien. Enfin, il est pas si loin, il est un vélo derrière. Enfin, oui, il y a plus d'un vélo d'écart hein, par rapport à la photo finish. Mais non, il monte vraiment en puissance. Lui qui a eu une saison l'an dernier un peu plus compliquée. Lui qui a fini évidemment troisième d'un championnat d'Europe. Et qui monte en puissance. Pour la Sana, on a fait sprinter tout le monde avec Malucelli et Ballerini. Ça a plutôt été performant sur cette étape-ci parce qu'on fait 5 et 8. Ackermann 7ème, bah, c'est vrai que j'ai très peu vu son sprint à Pascal Ackermann honnêtement. Mais ouais, c'est un coureur. Alors il a quasiment le même âge que Groenewegen.
Mais il est peut-être un peu loin après sa saison. Il est peut-être un peu plus compliqué. Bah, en soi, j'ai envie de dire, oui, bah, il y a deuxième sur la Corsair classique, remporté par Groenewegen déjà. Mais à part ça, c'est une sixième place sur la première étape de l'Algarve et huitième à Almeria et troisième sur le Arabie Saoudite Tour. Et puis deux fois septième sur ce Giro. Mais autant limite c'est le dernier du sprint, enfin de ceux qui ont joué le sprint réellement sur la première étape. Là c'est un peu plus compliqué. Alors il y a des coureurs qui sont juste derrière lui, je pense notamment à Lund Andresen. Autant sur la première étape, c'est vrai que à la Flamme Rouge on avait un décathlon qui s'écartait, qui avait d'ailleurs fait le geste aussi de s'écarter. Mais on avait deux coureurs qui étaient présents dans l'emballage, notamment dans le top 10 de l'étape. Là on n'avait quasiment pas vu des décathlon, on en voit un tout seul à environ la Flamme Rouge, même peut-être un peu plus tôt. Et ouais, Lund Andresen, on le voit quasiment pas. Alors, il prend la route Penwet sur cette étape-ci. Je suis pas sûr que c'était vraiment le bon choix pour lui, surtout que Penwet a des difficultés quand il lance son sprint. Et au-delà de ces difficultés-ci, il a un petit problème qui s'appelle le fait de frotter, tout simplement. Alors, Monchello fait top 10 pour la Bardani, ce qui est plutôt pas mal pour cette équipe Bardani qui était quand même dans l'échappée. Voilà, on a Froidevaux, Mali, Garcia Cortina et Sean Flynn. Mais oui, honnêtement, ça reste quand même peut-être un résultat un peu plus décevant pour Lund Andresen qui était en excellente condition. Parce que deuxième de la première étape, mais que sur Tirreno il remporte une étape. Il fait sixième aussi à San Bellezzo del Tronto, mais sixième de l'E3, deuxième derrière Jasper Philipsen tout simplement à Gand. Il remporte déjà la Cadel Evans, ainsi que la première étape en ligne de Nonder où il fait quand même deux deuxième places et une troisième place, donc il est en excellente condition cette saison. Il est sur un nuage, 7ème à Kurn, 6ème à Lumloop. Oui, honnêtement, Lund Andresen, il fait une excellente saison. Il est déjà à 1698 points marqués en 25 jours de course. Il est sur une bonne dynamique aussi. C'est l'un des favoris pour moi sur le sprint sur cette édition-ci. Mais c'est vrai que mal positionné à ce moment-là, il faudra régler la mire côté formation des Décathlon Sama CGM. Après, j'ai envie de dire, sur la prochaine étape, il aura, je pense, la capacité peut-être à passer. Enfin, pour moi, il passera sûrement demain. Donc, il faudra voir si on a des corps importants lâchés, mais peut-être qu'il aura sa chance. On peut citer aussi quand même côté pique-nique, on s'est mal organisé parce qu'on a Sean Flynn qui prend 2 points ici en finissant 15ème, mais que Lund Andresen, quant à lui, finit assez loin, il finit 24ème. Tout comme dans Lucie Hollard pour la Movistar qui finit 25ème. Alors certes, il y a Garcia Cortina qui finit 14ème qui ramène 5 points ici, mais ce que je veux dire, c'est que pour cette formation-ci, on est présent loin de l'arrivée. On les a vus énormément rouler, souvent en plein cœur de la route, jusqu'à peut-être 5 bornes de l'arrivée, et après ils se font enfermer. Et je pense qu'on n'a même pas dû réellement s'organiser parce que Luis Solar qui est peut-être le plus rapide avec Garcia Cortina et encore les deux peut-être que pour moi Luis Solar a légèrement plus de vitesse que l'Espagnol. Peut-être que sur ce sprint là on visait la Garcia Cortina, mais c'est vrai que pour cette formation-ci ça m'étonne un peu. Je voulais quand même aussi vite fait parler des échappés, et c'est vrai que même sur le Giro maintenant on a très peu d'échappés qui ont tenté de partir. Alors oui, c'est vrai que je vais même pas parler de Bicra, mais très belle place pour la UX de finir 6ème sur ce sprint-ci. Bicra, sa saison qui est peut-être assez intéressante. Bah, il y a deux deuxièmes places sur le Région Pays de la Loire Tour. Et une deuxième place déjà à Abu Dhabi Breakwater, ainsi qu'à Hamdan bin Mohamed Smart University sur l'UAE Tour. Donc il est vraiment en très très belle condition. Sprinter de 29 ans qui monte en puissance cette année parce que quatrième de la première étape du Tour d'Oman également. Et vainqueur de la quatrième étape également. Donc au final, il fait une très très belle saison en ce qui le concerne. Il avait battu qui sur le Tour d'Oman? Il avait battu Emmanuel Oukou pour la Pinerolo Q36.5, le coureur français. Molano, Agnieszkowski et Oldani. D'ailleurs, c'est vrai que ce que je veux dire aussi, par contre, en ce qui concerne les échappés, c'est que on a eu Sevilla, ainsi que c'était sur cette étape-ci Tarozzi qui avait fait la première étape et Tonelli. Mais je suis assez déçu que sur même un Giro où tu as quand même le sprint, enfin tu as le kilomètre Red Bull. Le kilomètre Red Bull, tu as 6, 4 et 2 secondes de bonification, mais tu as également aussi des points pour ceux qui passent en tête au kilomètre Red Bull, où en gros, celui qui a marqué le plus de points, limite, en tout cas, c'est celui qui est en tête, remporte, enfin, Aldossar bleu du kilomètre Red Bull. Et j'ai vu aussi que, bah, bien évidemment, il y a un classement des sprints intermédiaires qui accumule les deux sprints et qui a un classement annexe. Alors, autant le kilomètre Red Bull, celui qui aura le plus de points à la fin du Giro gagnera un prix. Il y a également le classement de la Fouga sur le Giro qui a pas de maillot distinctif, il est vrai. Et, maillot distinctif, oui, pour le classement des sprints intermédiaires, mais il faut pas oublier aussi le prix de la Fouga. Parce que le prix de la Fouga, pour ceux qui ne savent pas, alors le prix de la Fouga, j'ai juste regardé ici, ouais. Le prix de la Fouga, en gros, le prix de la Fouga,
ce n'est pas un classement du super combatif. Par exemple, Thomas Champion, côté français, avait remporté ce prix-ci de la Fouga, c'était en 2023, mais en Jean-Philippe, par contre, lui en 2024, avait remporté. Jean-Philippe avait remporté en 2024 le classement de la combativité, mais qui est comme sur le Tour de France. Alors que le prix de la Fouga, en gros, c'est le nombre de kilomètres fait en tête de course par un coureur en échappée de 1 à 9 coureurs et une échappée qui a fait plus de 5 km. Et si notre échappée, du coup, éligible à ces critères, fait plus de 5 km, tous les 1 km, on gagne 1 point. Et celui qui a le plus de points gagne ce prix de la Fouga, qui est assez intéressant. Il faut bien le préciser. Alors, est-ce qu'on a le prix de la Fouga par hasard qui serait marqué ici? Sprint intermédiaire. On va peut-être voir les sprints intermédiaires, justement. Donc, c'est Sevilla avec 28 points, 24 pour Tarozzi, qui ont fait 2 échappées. Milan, on a 11-5 pour Maestri et 5 pour Paul Magnier. Le kilomètre Red Bull, est-ce que je pourrais avoir le kilomètre Red Bull kilomètre Red Bull, c'est Tarozzi devant Sevilla, Bernal, Arensman et Tonelli. 30 points pour Tarozzi et Sevilla en a 16. Du côté du classement de la Fouga, le prix de la Fouga, c'est 493 points pour Pablo Sivia, contre 298 pour Tarozzi, 195 pour Maestri et 174 pour Tonelli, ce qui montre bien qu'on a quand même seulement, j'ai envie de dire 4 coureurs enfin 3 coureurs qui, pour le moment, ont réellement, enfin 4 coureurs, oui, qui ont fait des échappées sur ce Giro. Peut-être que je vous ferai quand même le prix de ces classements en tout cas, parce que c'est vrai que ça reste quand même des classements qui peuvent être assez intéressants à expliquer. Mais ouais, assez déçu que même sur le Giro, alors qu'il y a des carottes pour les baroudeurs, on n'arrive pas réellement à avoir du monde à l'avant, c'est assez dommage. Même sur une course comme le Tour d'Italie. Par exemple, effectivement, quand on regarde la liste, pas la liste de départ, mais en tout cas ce qu'on a à l'heure actuelle, ce que je remarque, c'est qu'on a des équipes, par exemple, la Pinerolo, au sprint, t'as Gonzalez qui fait 22e cercle, mais en réalité, et c'est pas toi ici, mais t'as personne, enfin, t'as plus Moschetti. Au bout d'un moment, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Pour sprint, même la Groupama, il y a Penwet, mais éventuellement sur l'étape 2, tu aurais pu avoir un cours à l'avant. À côté UAE, t'as plus grand monde à l'heure actuelle. Côté Alpecin, c'est vrai qu'on a Ploy qui fait 18ème, mais en réalité, on a surtout un Canet Gross qui est tombé très amoché, avec pas mal de dermabrasions, notamment à la cuisse et au dos aussi, pour ne citer que ces blessures-ci. La Bardeni a fait 2 échappées en 3 jours. Mais c'est vrai que c'est assez dommage qu'on ait de moins en moins d'équipes qui veulent aller à l'avant, même la Unibet. On peut se dire que la Unibet, oui, mais en réalité, on peut se dire que la Unibet aurait intérêt à aller au bout, enfin aller dans une échappée, notamment sur l'étape 2, parce qu'autant ça peut se comprendre sur les étapes de plat, tu peux dire, enfin sur les étapes de plat, on va dire que t'as Groenewegen, oui, mais quand tu regardes, le meilleur coureur c'est le 42e avec coup de pouce, puis Kubi 62, mais tu aurais pu peut-être mettre un des Kopecky à l'avant, un des Kopecky, pardon, pas Kopecky, un des Kopecky à l'avant sur cette étape 6, ce qui aurait été vraiment intéressant pour les Unibet Rose Rocket, voilà, d'avoir quelqu'un à l'avance peut-être sur cette étape 6, surtout que c'est une équipe invitée par l'organisateur. On va parler de l'étape 2. Étape 2, bien évidemment, marquée par une très très grosse chute. On a c'est Solé qui tombe d'entrée dans le virage. Et Marc Solé, déjà c'est fracture du bassin pour lui. Jevine, il faudrait revoir Jevine. Attendez, parce que j'ai un PCS qui marche et un PCS qui ne marche pas de mon côté. Je comprends jamais pourquoi Pro Cycling 7 ça ne marche pas. Bref. Il me semble que en ce qui concerne ces fractures, attendez, est-ce que je pourrais peut-être avoir. Beaucoup de contusions pour lui, une commotion cérébrale. Il avait fracture. Attendez, est-ce que je pourrais avoir ça si possible? Ouais. Donc c'était quoi exactement? Fracture du coude, c'est bien ce que je pensais. Fracture du coude pour Jevine, qui enchaîne les pépins. Il avait déjà abandonné sur le Tour de Catalogne et il était tombé sur le Tour d'Honneur qui emporte. Mais c'était notamment une chute de kangourou qu'il avait eu. Mais c'est vrai que lui, Buitrago aussi abandonne. Buitrago, c'est commotion, c'est contusion ou commotion? Pour moi, ce serait peut-être commotion. Mais déjà, Damien aussi est tombé avec commotion et blessure à l'oreille. Ouais, c'est commotion pour Buitrago. Ce qui veut dire aussi que côté Bahreïn, on n'a plus que tout simplement
un certain Damiano Caruso pour le classement général. Il y aura peut-être l'AIO pour des étapes, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Puis l'AIO, tu t'en perds 3 d'entrée. T'as même Morgado qui va au sol. Il y a limite que Arieta au général qui reste, quoi, avec Yann Christen. Mais Yann Christen, on l'a pas encore vu participer à un grand tour. Mais ouais, pas mal Enfin, cette chute qui a été vraiment très violente. On a eu des vols planés qui ont été faits, mais surtout, on était dans les premières positions du peloton et on sentait peut-être que ça pouvait venir parce que c'était une étape qui était pendant très longtemps tranquille et forcément on arrivait proche d'une difficulté, on allait avoir beaucoup tout simplement de pression mais surtout de tension dans le peloton où ça allait énormément jouer des coudes pour que les favoris soient placés. En plus on n'était pas très loin du kilomètre Red Bull, c'est des premières étapes d'un Giro donc forcément même si c'est pas le Tour de France, bah il y a quand même la guerre du placement. Alors c'est vrai que j'étais étonné sur la première étape qu'on n'avait pas réellement tant que ça les leaders qui se battaient. Autant Vingegaard était resté quasiment toute l'étape dans. Enfin, j'ai beaucoup vu en queue de peloton. Là, forcément, tous les derrière étaient devant. Et oui, on a 3 UAE qui partent, Vine, Solé et Adam qui était vraiment sonné, Adam rempli de boue. Et puis oui, bah, Butrago aussi qui abandonne côté Bahreïn. On perd Holter également, Van Dramé Non, Van Dramé a terminé. Mais Adam a abandonné ce Giro le lendemain. Caruso quand même dans le bon groupe, hein. Mais c'est vrai qu'on a une étape qui a été quand même assez marquée bien évidemment par les échappés, notamment Mirko Maestri et tout simplement Pablo Sevilla. Ce qu'on peut dire également, c'est que Bernal a pris des secondes de bonification au kilomètre Red Bull et ça aura une importance pour le classement général. Des fois, on peut se dire si on prend des bonifications, c'est est-ce qu'on n'est pas sûr de notre force. Mais là, il n'y a personne qui l'a contesté, ça fait des secondes en plus. On va dire que c'est pas bien évidemment pour que la on va pas dire que c'est pour que la voiture soit bien mieux remontée. Et Bernal, au classement général, bah, il est 3ème avec 6 secondes de modification. Il est en embuscade. Ouais, à 1 km Red Bull près, il prend le maillot rose. Ce qui serait bien pour le Colombien qui montre qu'il a de la condition comme sur les Bastogne. Après, avec Egan Bernal, on le sait, au bout de 3-4 jours, surtout de grosse intensité en montagne, ça commence à être compliqué pour lui sur les grands tours. Surtout, on a eu un show Jonas Vingegaard dans cette étape-ci. Je m'attendais peut-être pas totalement à ce que ça parte par Vingegaard, mais on voit un Vingegaard qui, depuis cette saison, est totalement libéré un peu plus. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de Pogacar. L'an dernier, sur la Volta, on l'avait vu comme sur le Dauphiné attaqué. Sur le Tour de France aussi, bien évidemment. Même s'il aurait pu tenter encore plus le tout pour le tout. Mais là, ce qu'il faut quand même dire, c'est que sur ce Giro, on l'a vu attaquer très tôt, alors qu'il, bah, pour faire une première section, il a testé la concurrence où on avait Lipovic, pas Lipovic, oh là là, Pellizzari qui avait réussi à suivre, qui avait dû s'employer quand même pour suivre. Seulement lui et Van Nedved pendant très longtemps, c'était même trop dur pour Ciccone qui avait craqué dans le final. Je vais même pas parler pour les coureurs impliqués dans la chute, mais Derigi qui perd une minute. Hein. Tout comme Alexandro Pinarello aussi, et Loyaux qui ont terminé assez loin, à plus d'une minute. Mais qui a jamais pu revenir. D'ailleurs, Arieta, il termine où Igor Arieta, il termine également une minute. Hein. Donc, bah, pour le moment, le seul qui est encore dans le bon temps côté UAE, c'est Yann Christen. Et puis derrière, il y aura eu pas mal de répondants. Au tout début, je pensais que c'est limite. Alors, j'ai regardé les 2 premières étapes en grande partie sur la rail. Et au tout début, je pensais que c'était Scaroni qui avait gagné. Mais pas du tout. C'était Guillermo Thomas Silva. Très belle victoire, surtout pour lui. Déjà, on a su voir dès le début ce qu'il fallait quand même signaler, c'est qu'on a eu un Scaroni. D'ailleurs, Scaroni a pris un carton jaune, mais Christian Scaroni, très intéressant. Déjà, le fait qu'il se mette en poisson pilote, on l'a vu sur la 3ème étape tenter le classement de la montagne, tu vas te prendre quelques points, mais surtout, on a un Scaroni qui a tenté, dès l'ascension finale, il a vu qu'il pouvait pas faire la sélection. Il s'est sacrifié pour Guillermo Thomas Silva. Ils font quand même 1 et 4, un côté Astana qui ramène pas mal de points également. Très très beau collectif, c'est également eux qui ont ramené, enfin pas ramené directement, en tout cas ils ont été quand même plutôt en bon nombre dans ce groupe-ci. Ils ont été en capacité de lancer ces sprints alors que beaucoup étaient peut-être moins, je dirais pas esselés, enfin il y a quand même Chiconen, quand même Sobrero. Mais c'est vrai qu'il était très très performant pour un victoire d'un Uruguayen, pas que sur le Giro, pas que sur un grand tour, non, non, non. En World Tour tout court, il prend le maillot rose. Et ça, c'est très très bien pour lui, ce qui pourra créer des vocations en Uruguay et qui montre qu'il n'y a peut-être pas que la Colombie ou l'Équateur en Amérique du Sud du côté du cyclisme. On y a le Mexique aussi, on voit quelques Vénézuéliens, mais il y a d'autres pays qui peuvent émerger. Il y a quelques années, on avait des Argentins, par exemple, avec Sepulveda ou Maximiliano Riquelme. Mais très très belle victoire en ce qui le concerne face à Florian Stork. Sironi s'est pris un jaune parce qu'il a célébré, j'imagine. Mais Florian Stork, très très bien aussi pour lui, pour cette formation. Tudor qui a eu un peu plus de difficultés à certains moments en termes de points ici cette année. Bon, il y a quand même sur X-Bond Frankfurt une 9ème place pour lui.
Il fait une quatrième et une neuvième et une troisième place sur le Tour des Alpes. Depuis un mois, il monte quand même en puissance, il faut le signaler. Et très très belle deuxième place quand même pour lui, à 29 ans. Il pourrait peut-être être intéressant d'échapper sur certaines étapes, en tout cas sur des étapes peut-être en baroudeur avec sa pointe de vitesse sur ce Giro. Ciccone battu au sprint, mais honnêtement, ouais, il a quand même été assez intéressant. Il a quand même craqué dans la dernière ascension, faut pas l'oublier. Peut-être qu'il a montré quelques limites. En plus, Direggi n'était pas là, donc il s'est peut-être retrouvé directement tout seul en position de leader sur cette étape-ci aussi. À moins que le fait qu'on ait eu un Direggi moins bon déjà sur le Tour des Alpes, ça a amené à la puce à l'oreille à la Ligue de Tréquanzier en disant on va peut-être tester avec Ciccone, qui a tenté la victoire d'étape, ça n'est pas passé pour lui. Il y a eu une organisation à certains moments un peu plus étonnante parce que c'est vrai qu'il y a des coureurs qui étaient capables de revenir sur le groupe euh, tout simplement de Vingord, notamment on a des efforts faits par, je pense, à Javier Romo. Mais ça a été plus compliqué. D'ailleurs, il faut quand même apprécier Van den Vet, très très belle performance pour lui, qui a eu quand même une saison un peu compliquée. Notamment, bon, il finit 7ème du Grand Prix Miguel Urén et 6ème de l'UE Tour, mais abandon sur Estradé, abandon sur Tirreno, et puis 32ème de Liège, 22ème de la Flèche. Donc il y a peut-être une condition qui est intéressante. Il risque de partir de cette formation loto en fin de saison. De toute façon, il est en fin de contrat. Peut-être NSM pour lui. Bon, il finit quand même 8ème aussi hein, de la première étape et 3ème à Jabel Mobra sur l'UAE Tour. Mais il retrouve de la condition sur ce Giro, lui qui va faire Giro Tour de France. Alors est-ce qu'il jouera le général ou des victoires d'étape? Ce sera à voir pour lui. En tout cas, cette formation qui a du mal à l'heure actuelle, c'était plutôt intéressant pour eux, surtout qu'on a Arnaud Delis. Bah, malade tout simplement depuis sa victoire la l'Auto Ardennes classique. Visiblement, ce serait avec des boosts de vache que ce serait arrivé. Parce qu'il aurait été contaminé et il est pas malade et on le voit, il a du mal sur ce Giro déjà de manière générale. Même si on regarde sur la troisième étape, il finit combien de Il finit il est dans le peloton déjà. Mais il finit très très loin Arnaud Delis. Où est Arnaud Delis d'ailleurs? Il finit 47ème, donc il n'a pas pris part du tout au sprint massif. Ce qui n'est pas un bon signe pour lui. Alors, visiblement, il ferait 10 jours sur ce Tour d'Italie. Mais ce qui n'est pas bon signe parce qu'il ne va pas se refaire la cerise sur 3 semaines de course. Mais ouais, compliqué pour lui. Cette étape qui a quand même été animée en seconde partie malgré la chute. Mais forcément, on perd des coureurs pour le classement général, des équipes qui sont quand même décimées. Oui, Yann Crissette également qui est revenu sur le trio de tête, qui montre qu'il a des jambes qui peuvent être intéressantes sur ces étapes de puncher sur ce Giro. Alors, est-ce que c'est lui qui va jouer le général? C'est son premier grand tour. Alors, on l'avait plus vu depuis son abandon à San Remo. Bon, il a fini déjà, il n'avait pas couru depuis quelques temps. Après, il est quand même déjà à 26 jours de course. Bon, il a quand même fini 4ème de la Ruta del Sol, 2ème de l'Ardèche classique, 6ème d'Estradé. Pour Yann Christen, et puis en victoire, bien évidemment, d'étape à Ratouverid et au général de la Lula Tour. Et disqualifié, bien évidemment, Arène Païso intérieur. Mais en tout cas, après le Giro, c'est mis Classica San Sebastian, Bretagne Classique et Lombardia. Mais oui, Yann Christen, c'est intéressant aussi pour lui de se tester sur ce Giro. Bah, finalement, on verra hein, ce que ça peut donner en montagne. C'est avant tout un puncher, mais il peut avoir il peut se tester bien évidemment sur cette épreuve-ci. En tout cas, il tentera parce que c'est vrai que côté UAE, bah, on n'a plus personne au général parce qu'Arieta n'est à 1 minute. Enfin, il est encore présent, à part peut-être Arieta éventuellement au classement général. Mais Arieta en termes de grand tour, d'ailleurs, pour Arieta, l'an dernier, il avait fait le Giro, ça j'en souvenais. Mais au général, il a fini combien de tième du Giro? Il a fini 36ème. Mais pareil, Escarieta, tu te dis, ce serait étonnant de mettre, de tout miser sur Igor Arieta pour la UAE. Mais après, sinon, bah, t'as Narvaez ou Morgado pour des victoires. Et après, bah, on se retrouve très vite côté formation UAE sur ce Giro avec quasiment plus personne. Côté, enfin, plus personne en tout cas, bah, il te reste plus grand monde côté UAE. Il est vrai. Si on regarde la UAE Emirates, bah, il reste Michael Bjerg que j'ai pas dit aussi également. Peut-être que Bjerg fera le chrono, mais c'est vrai que bah, tu as déjà perdu 3 coureurs donc, et 3 de tes meilleurs grimpeurs. Donc là, va falloir voir est-ce qu'on se remobilise avec des victoires d'étape. Ce serait une possibilité pour cette formation-ci. Martin Trota qui fait quand même 9ème, donc c'est plutôt pas mal pour les Nuix avec la 7ème place de l'Egnesun. On a une équipe quand même qui a fait pas mal de placettes aussi sur ce Giro qui montre qu'ils sont en bonne condition. En plus, ils découvrent le Giro, c'est la première fois qu'ils font un grand tour hors Tour de France pour la ILEX.
Rondel fait 10e, c'est plutôt pas mal pour le coureur français, qui montre qu'il est dans le tempo, mine de rien, de ce Giro. Il y a Rubio qui est quand même dans le bon groupe, Jane Lay qui est présent, Enric Mas aussi. On a eu un Vingegaard qui a été très offensif, ça j'ai quand même souligné. Et c'est annonciateur peut-être de voir un Vingegaard qui serait totalement décomplexé sur cette épreuve-ci et qui irait, oui, pourquoi pas, pas que s'imposer, mais en tout cas, peut-être faire le choix à certains moments et mettre peut-être moins calculateur sur cette épreuve-ci. Faudra voir. Peut-être que ça peut lui donner une bonne dynamique. Il avait dit que voilà, Pogacar avait gagné 2 éditions du Tour de France, les 2 dernières après de 8 heures d'une Vingegaard, et il est persuadé que cette année ça pourrait être pour lui. Il a remporté le Tour de Catalogne devant Lenny Martinez en creusant l'écart hein, sur les 2 étapes, mais principalement il mit 51 secondes à Gall et 1 minute et 1 seconde à Martinez hors bonification sur la Molina collée des pales. Et à Kiral qui gagne 10 secondes d'avance sur Lenny Martinez. Au général d'ailleurs, faudrait que j'ai pas fait gaffe. Bah, de toute façon, c'est quoi? Ouais, il a récupéré 20 secondes à peu près. Lenny Martinez a dû finir à 1,21. J'irai au général à peu près 1,22. À 1 seconde près. J'avais le général de Lenny Martinez de Vingegaard, mais qui a dû prendre d'autres bonifications peut-être. Ouais, parce que il en avait dû en prendre une autre bah, sur l'étape de Barcelone, j'imagine, peut-être. Non? Ah oui, mais il avait dû prendre un sprint intermédiaire exact. Mais oui, on l'avait vu offensif même sur Paris-Nice. Bien évidemment, sur l'étape qui remporte à Huchon, il était très bon. Forcément, Nice, même si j'ai jamais pu réellement rattraper cette étape, à chaque fois je repoussais trop, mais j'ai quand même que vu le résumé de celle-ci sur France Télé. Et la victoire surtout à Colombier-le-Vieux où il est parti de très très loin. Donc on a un Vingegaard qui est offensif. Il faut le souligner. Il remporte d'ailleurs 3 classements sur Paris-Nice. Mais non, il a l'ambition bien évidemment d'être le 8e coureur à remporter les 3 grands tours, de le faire avant Pogacar également, de remporter son 2e grand tour consécutif après la Vuelta. Donc ça va être assez important pour lui ce grand tour-ci, pas que pour montrer qu'il est peut-être le principal challenger de Pogacar avec éventuellement Sexas. Là on parle pas de Paul Sexas dans cette vidéo, hein, c'est la seule fois à la limite on va en parler à part quand j'évoquais le tour du Pays Basque tout à l'heure. Mais en réalité, oui, il y aura Sexas peut-être pour le top 5 podium sur le Tour de France, il y aura peut-être Del Toro aussi en adversaire podium et je verrai peut-être aussi un Lipovic éventuellement ou Remco. En tout cas, je verrai peut-être au moins Red Bull dans le top 5 avec Sexas, Del Toro et le duo Pogacar-Vingegaard. Mais pour moi, Vingegaard est peut-être le deuxième et toujours le deuxième meilleur coureur de course par étape. Et qui montre aussi qu'il n'est peut-être pas que un coureur, pas spécialement calculateur, mais en tout cas un coureur qui sait aussi faire le spectacle. Et oui, Jonas Vingegaard sur ce Giro, depuis le début de la saison, montre vraiment ses capacités. Et puis, est-ce que j'avais parlé peut-être de maturité pour le Danois? Parce que c'est vrai qu'il a quoi? Il a 30 ans, je dirais, Jonas Vingegaard, à peu près 29 ou 30 ans. Il est peut-être de la même année que Bernal. Pour moi, il n'est pas de 96, Jonas Vingegaard. Donc, il a 29 ans. Ah, si, il est 96, Vingegaard. Oui, donc Vingegaard va avoir 30 ans en décembre. Donc, il est à cet âge de maturité. On dit tout, même si le cyclisme, les jeunes arrivent de plus en plus tôt, en professionnel, ils performent de plus en plus jeunes à un très très haut niveau. Bon, je vais pas que parler de Paul Sexas cette fois-ci, mais pour Vingegaard, bah, on disait pendant très longtemps qu'il y en a atteint ses capacités maximales entre 28 et 32 ans. Peut-être qu'à cet âge de maturité, il a envie de pas que de se construire un palmarès, mais aussi de mettre plus que la manière à chaque fois. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de le voir très offensif. Il aurait pu attendre quelques jours supplémentaires, mais non. Après, on le voyait aussi très souvent sur des premières étapes de montagne, notamment à Pogacar, le dernier à Hautacam. Alors certes, c'était l'époque Armstrong qui faisait ça également, mais la Sky à Hautacam, à Bagnères-de-Luchon, ou à 3 domaines, ou même Contador sur le Giro 2015, ou même Nibali à la planche des Belfi en 2014 en réalité, chaque coureur a vocation à marquer son territoire dès la première étape de montagne, pas que pour affaiblir le moral de ses adversaires, mais aussi pour montrer qui est un peu le patron, entre guillemets. Et si on peut juste reparler de la première étape du Giro, il y a eu cette chute, effectivement, on a été très clairement sur une portion très étroite. On a à peine une dizaine de coureurs qui ont réussi à passer. Je parlais de Walchen justement tout à l'heure et de Milan qui avait perdu son train. Ce qui va justement là-dedans. Leonardi fait quand même 6ème, ce qui est plutôt pas mal pour la Polti Visit Malta d'être capable de placer un coureur dans le top 10. 5ème Mikel, qui a peut-être justement incité à finir, en tout cas qui va justement pas inciter, mais l'aider à augmenter en termes de performance. J'avais plus du tout le souvenir de Vernon 3ème.
Mais en réalité, oui, c'est vrai que côté sprinter, c'était surtout Lund Andresen Magnier. Magnier toujours très très bien positionné, qui était dans la roue. Il a dit, il avait vu Lund Andresen lancer, il allait dans sa roue et puis il l'a débordé dans les tout derniers mètres. Plein de puissance et de détermination. Et au-delà de sa détermination, c'était son objectif limite de saison de remporter cette première étape. Il y est arrivé. J'avais bien envie de le voir, pourquoi pas gagner. Limite, c'était mon pronostic pour la troisième étape, Paul Magnier. Mais en réalité, je suis très satisfait de la victoire du Français. C'est mérité pour lui, c'était quand même sa première victoire en grand tour. L'homme au 19 victoires l'an dernier, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire, on enlève 4, il en est à combien? Il en est à 28, c'est ça, Magnier 28, donc on enlève 4, ça fait 24. Il en a gagné 4 la première saison. Non, pardon, oui, il en avait remporté 5. Donc 9, oui, il en avait 19 l'an dernier, plutôt 19 victoires à une de Tadej Pogacar, où il en avait énormément enchaîné, hein, parce qu'il faut se rendre compte quand même qu'il gagne à Bessèges. Mais après, c'est surtout Enjean qui remporte Highland, Westhogen, Aesjød Piles, Duracell, Edwards, Dour, Het à Gueland, Elsfjärden Brugge. À la suite, hein, il en remporte 2 coup sur coup. Tour de Pologne, étape 4, Grand Prix de Fourmi, Slovaquia, donc le Tour de Slovaquie, étape 1, 2, 3, 4. Krores, étape 1, 2, 3, 5. Et Tour of Ganchi, étape 1, 2, 3, 4, 6. C'était un monstre, hein, Paul Magnier. Et du coup, j'ai envie de dire, il a remporté déjà 5 victoires en World Tour avant cette saison-ci. 6 même avec le Tour de Pologne. Et là, oui, splendide pour lui, qui rentre encore un peu plus dans la cour des grands. Et voilà, certes, il fait bon à s'appeler Paul du côté du cyclisme français à l'heure actuelle, mais en réalité, il a été vraiment, c'était parfaitement joué, mais cette fois-ci avec le côté du timing autant que c'est vrai que le côté des calendriers, peut-être qu'on peut dire qu'ils étaient un peu moins en place. Il y avait quand même Gumestad, il me semble, dans l'emballage final pour Sator Gumestad pour Lund Andresen, mais il y avait aussi un coéquipier qui s'était écarté un peu pour lui à 1 kilomètre. Mais il y avait, entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu plus de personnel. Mais il l'a lancé plutôt que Paul Magnier. Et Paul Magnier, on a profité pour le dépasser tout simplement dans les derniers mètres. En profiter un peu de l'inspiration. Jonathan Milan surtout qui, ayant fait plus d'efforts et ayant pris plus le vent parce qu'il avait perdu son équipe et s'est un peu plus fait chahuter, on a un Jonathan Milan qui effectivement se retrouve à quasiment pas lancer son sprint, à se rasseoir hyper tôt et à être spectateur de ce final d'étape-ci. Mais magnifique victoire de Paul Magny, honnêtement, c'est comme ça les enseignements de ce début de Giro. Au-delà des abandons et d'un Vingegaard qui est plus qu'en jambes, mais ça on le savait. Je suis vraiment très satisfait des 2 victoires de Paul Magny qui, ouais, il a été juste exceptionnel au sprint ici. Il a beaucoup de maturité, Paul Magny, pour son jeune âge, également 22 ans. Hein. Mais c'est vraiment un sprinter, je dirais, à part, mais avec vraiment un sacré niveau pour le moment. Et oui, il a juste été exceptionnel. Il faut quand même le souligner pour lui. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt, peut-être demain pour du Pro Leader. Presque 3 mois après le retour du Pro Leader sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de vous en faire une de vidéo. Je vous garantis rien pour le Pro Leader, tout dépend de l'heure à laquelle je rentre, tout simplement de demain. Mais en tout cas, j'aurai l'ambition de vous faire du Pro Leader, tout simplement. Bref, c'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, la prochaine ciao. Je vais essayer de vous faire 2 épisodes de Pro Team et de Pro Leader cette semaine-ci. Et de chaque série. Et puis les autres vidéos, ce seront des débriefs du Giro. Allez, c'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, la prochaine ciao.